3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadouk est avec nous ce soir, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Olivier Ringard d'être avec nous également ce soir, le directeur des investissements de Neuflize OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Et Benoît Pelloual, stratégiste chez Vega IM, avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Gardez la parole Benoît. Le débrief de la conférence de presse de Christine Lagarde avec la décision unanime de remonter les taux de 75 points de base. Bon, l'ambiance est assez sombre. C'est un peu la potion amère, sans la petite douceur de fin de repas qui aide à faire digérer. Non, mais au moins, elle dit les choses. Voilà, j'ai l'impression que ça vient valider une espèce d'évolution assez importante dans le consensus, pas uniquement autour de la BCE. C'est vrai que la BCE fait un peu le même mouvement qui a été fait en juin de la part de la Fed, c'est-à-dire que dans le discours, on ne parle plus maintenant de normalisation politique monétaire, on parle de nécessité de contenir la demande. Donc il y a cette idée où on a basculé un peu dans un nouvel environnement, plus restrictif à venir, où la BCE accepte, comme la Fed, les effets collatéraux négatifs de sa politique monétaire. Et ça, le consensus a beaucoup bougé aussi là-dessus, parce qu'il y a encore quelques mois, le consensus était plutôt dans l'idée que la BCE n'avait d'autre choix que de rester accommodante pour accompagner des mesures budgétaires face à cette inflation problématique. Donc c'est en ce sens-là où il y a un vrai changement, à mon sens, qui est opéré. Et qui s'explique pour plusieurs raisons, parce que au final, on a relevé les taux de 75 points de base, ok, c'est historique, mais bon, 75 points de base par rapport à une inflation là où elle est, c'est très loin d'être restrictif. La raison de ce changement, à notre sens, ce qui a précipité ça, c'est déjà la faiblesse de l'euro, qui est effectivement vraiment problématique. En réalité, on est sur des niveaux là qui sont inquiétants, dans la mesure où on rajoute de l'inflation à une situation déjà inflationniste. L'écart de taux avec la Fed est difficilement tenable, donc il faut absolument faire quelque chose. Ça devient un objectif de politique monétaire de façon indirecte. Il y a une pression exogène qui vient de la Réserve fédérale américaine et de la stratégie de la Réserve fédérale américaine face à une situation inflationniste endogène. Exactement. Il y a un écart qui est devenu maintenant trop important et qui risque justement d'emballer la situation et d'emballer le scénario inflationniste. Et puis, l'autre raison, à notre sens, c'est ce mécanisme de protection au sein de la zone euro qui devra arriver, qui a pour objectif d'éviter l'écartement des spreads au sein de la zone euro. Donc, l'outil anti-fragmentation, l'acronyme c'est TPI dans le monde de la BCE. Et probablement cet outil, et on l'a vu dans les discours, notamment autour de Jackson Hole, les banquiers centraux se sont exprimés, l'entourage de la BCE, sur le fait que cet outil était probablement utile dans la mesure où il allait permettre un resserrement plus important, puisqu'on n'allait pas être automatiquement sous la menace de cet écartement des spreads au sein de la zone euro. Donc, encore une fois, le marché semble douter de l'efficacité de ce futur outil, mais la BCE fonde pas mal d'espoir là-dessus. Et puis il y a le dernier élément qui est à notre sens assez important, et c'est là-dessus où le scénario macro a pas mal changé dans la perception de la BCE, c'est qu'en réalité, le risque de stagflation réelle qu'on voyait d'abord aux États-Unis est en réalité beaucoup plus important en Europe, puisqu'il y a un conflit de politique économique qui est dangereux, qui peut amener une répétition des années 70, où on a une banque centrale qui n'a d'autre choix que de se montrer toujours plus restrictive si on essaye de compenser intégralement par des mesures budgétaires cette inflation et ce coût de l'énergie. C'est une vraie inquiétude. Les notes justement du FMI, beaucoup insistent sur le fait qu'il ne faut pas compenser intégralement justement cette prime inflationniste que vont devoir subir les ménages. Déjà parce que ça ne les inciterait pas à faire des économies d'énergie, les agents ne seraient pas incités à faire des économies d'énergie, mais surtout, ça équivaudrait à cette indexation des salaires qu'on a eue dans les années 70 et qui peut précipiter la spirale inflationniste. Donc, c'est pour ces trois raisons, c'est-à-dire cette faiblesse de l'euro, ce nouvel instrument et ce risque de conflit de politique économique qui est pour nous vraiment important et qui change la donne et qui va probablement permettre, voire pousser la BCE à se montrer nettement plus restrictive dans les mois à venir. Sur le dernier point, là, le point de l'équilibre de la politique économique au sens large, le policy mix, il faut imaginer une forme de stratégie de tension. Christine Lagarde, elle l'a dit assez clairement. Non seulement elle ne veut pas monétiser, accompagner l'accommodation budgétaire, mais elle recommande fortement que cette accommodation soit ciblée et temporaire. Exactement. C'est-à-dire, on comprend ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas ce qu'il faut faire. En tout cas, il ne faut pas compenser l'intégralité. C'est-à-dire qu'il y a un coût social immanquable, puisqu'en réalité, tout le monde accepte le fait qu'il va falloir contenir la demande. En gros, c'est s'acheminer vers une récession. Donc, il y aura un coût social. La BCE a bien en tête, comme la Fed, qu'on va mécaniquement augmenter le taux de chômage. Donc, ce coût social, il faut en prendre en charge une partie,
parce que sinon il y a aussi une dimension politique à suivre derrière, les pressions populistes, etc., la politique. Mais en même temps, il y a ce risque de dérapage d'un scénario véritablement stagflationniste si on le compense en intégralité. Donc ça, c'est un peu des deux. C'est pas le scénario privilégié, en tout cas pas chez nous. On pense qu'on aura un peu des deux, qu'on ne compensera pas en intégralité, mais qu'on fera quelque chose. C'est ce qui semble se présenter et qui va permettre d'éviter ce scénario un peu plus grave. Donc c'est pas le schéma Covid. C'est-à-dire que c'est pas. On n'est plus du tout dans le schéma Covid. Oui, non, mais le problème, c'est l'énergie. Dans l'énergie, le problème, c'est le gaz. Derrière le problème du gaz, c'est le problème d'un conflit aux portes de l'Europe, évidemment. Hein, on ne va pas revenir sur cette situation de crise et de guerre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'exogène. Et l'idée du Covid, c'était de dire, bon, voilà, tant qu'il y a un choc exogène, boum, on peut se permettre de compenser les pertes des entreprises, des ménages, etc., face à un choc qui est de nature exogène, non souhaité, et qui frappe tout le monde en même temps. Là, c'est plus le cas. Effectivement, il s'est quand même passé des choses, c'est-à-dire que déjà, il y a une situation de dette qui n'est plus tout à fait la même. Hein. On a déjà accumulé encore plus de dettes avec cette situation Covid. Et puis surtout, c'est qu'il y a quand même une chose très importante, c'est que le signal prix est très important. C'est que si on compense l'intégralité, il n'y aura pas d'effort d'économie d'énergie en réalité. C'est véritablement quand si on veut peser sur la demande pour justement ramener les prix à l'équilibre, on n'a pas d'autre choix que de faire supporter une partie de ce coût social. Donc c'est pour ça que c'est très différent de la situation Covid. Et donc effectivement, le quoi qu'il en coûte, il est absolument pas recommandé vraisemblablement dans cette situation. Olivier, vos commentaires et qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui ? Ce que l'on comprend, c'est que la Banque Centrale Européenne a une fenêtre d'opportunité, qu'elle est en train de s'en saisir, mais qu'elle va être rapidement confrontée à un principe de réalité qui sera la vérité des chiffres, si je puis dire, et la vérité de la croissance. Donc on a des banques centrales, pas uniquement la Banque Centrale Européenne, mais également la Banque Centrale Américaine, qui pour l'instant sont assez à l'aise à durcir leur politique monétaire, parce que la demande reste convenable, et les taux de chômage sont extrêmement faibles. Donc je vais considérer qu'on est dans une phase facile. Se posera la question, dans quelques mois, de la manière dont les banques centrales vont réagir à une détérioration très probable de la croissance économique et de la remontée des taux de chômage. Et ici, on a deux options qui s'ouvrent à nous. Première option, ce qu'a fait le président de la Banque centrale américaine, Burns, en 1970, où il a très rapidement rebaissé ses taux directeurs face à une récession américaine qui a eu lieu en 1974. Deuxième option, l'option Volcker, où on durcit jusqu'à avoir une politique monétaire restrictive, et on conserve cette politique monétaire restrictive assez longtemps, le temps que cette inflation reflue. Pour notre part, ce que l'on considère, c'est que la Banque Centrale Européenne va durcir sa politique monétaire jusqu'à la fin de l'année, mais que très rapidement, elle va être confrontée à une détérioration de la conjoncture économique de la zone euro, avec une récession probable, en particulier assez sévère au premier trimestre, qui la forcera à arrêter son durcissement. Et du côté de la Banque Centrale Américaine, on est à peu près dans le même schéma, où cette Banque Centrale Américaine va aller un peu plus loin jusqu'au début de l'année 2023, et elle aussi commencera à envisager la conjoncture économique, la remontée des taux de chômage, qui la forcera à, elle aussi, arrêter son mouvement de durcissement. Donc, alors, il y a un côté Burns quand même dans cette histoire, Olivier. On verra le deuxième temps. Parce que là, dans les projections macro, c'est intéressant. Alors, je ne crois pas qu'elle ait prononcé le mot récession. Ça aurait pu être le cas. Mais il y a au moins 2 trimestres de stagnation dans les projections économiques, donc le dernier de cette année et le premier de 2023. Et dans le même temps, quand on lui parle du chemin de normalisation de la politique monétaire, alors il n'y a plus de forward guidance, mais bon, elle essaye quand même encore de donner un peu de guidage au marché. Elle dit on va sans doute continuer de monter les taux pendant au moins 2 meetings, octobre-décembre, et sans doute un peu moins que pour les 5 prochains meetings. Je ne sais pas si j'essaye de traduire ce qu'elle a dit, ce n'était pas très clair, mais voilà, en gros, on va monter pendant 3, voire 4 meetings encore. Ça nous amène quand même sur les meetings du premier trimestre 2023. Alors qu'on aura déjà sans doute plus qu'un parfum de récession, puisqu'elle le dit, le scénario downside, c'est plus dur que simplement la stagnation. Et c'est un scénario qu'on peut
Pour l'instant, on n'achète pas ce scénario. D'accord. On pense qu'elle va s'arrêter d'ici à la fin de D'accord. l'année, qu'elle sera contrainte par la détérioration de la conjoncture. Cette détérioration de la conjoncture, on la voit arriver. La confiance des entreprises est très nettement détériorée depuis 3-4 mois. Donc on s'oriente très probablement cet hiver sur une récession européenne qui forcera la Banque centrale européenne à arrêter son durcissement. Ouais, donc la détermination de la BCE a une limite quand même, selon vous? On va voir, mais probablement. Et ça veut dire, dans cette idée-là, Olivier, est-ce que l'inflation revient à 2% ou pas? Est-ce que le phénomène récessif... Non, mais c'est quand même la question, puisque la BCE se focalise sur son mandat, et uniquement son mandat aujourd'hui. Est-ce qu'une récession et une pause de la BCE, est-ce qu'à l'arrivée, ça nous ramène quand même l'inflation dans une zone normale? Notre projection, c'est une inflation d'ici à la fin de l'année 2023 qui sera entre 2 et 3%, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, mais uniquement à la fin de l'année 2023. D'accord. Mais se pose de toute façon la question du coup d'après. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on a des banques centrales qui, l'année prochaine, vont de nouveau pratiquer des politiques monétaires accommodantes en rebaissant les taux potentiellement, donc en relançant la machine et potentiellement donc en alimentant le risque inflationniste? Ou allons-nous avoir des banques centrales qui vont durcir leur politique monétaire, s'arrêter, conserver des taux directeurs stables malgré une récession pour être certain que l'inflation redescende et reste sous contrôle sur les années d'après? On veut constater effectivement le retour de l'inflation là où on souhaite l'avoir. Pas juste l'anticiper, mais on veut le constater. Oui, probablement. Oui. Bon, qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie de la BCE et de la détermination qu'elle affiche quand même de monter les taux pendant encore 2, 3, 4, 5 meetings? J'ai rien à rajouter de plus à ce qui a été dit. C'est clair, aujourd'hui ils étaient en retard, l'inflation monte dangereusement, ça pourrait avoir un coût social très élevé et donc elles sont obligées de monter agressivement les taux. Donc il n'y a pas de surprise, les 75 BP, ils avaient été bien préparés, puisque plusieurs gouverneurs avaient demandé à ce que ça soit discuté. Pourquoi pas faire 100? Non, mais question hypothétique. Parce s'il faut aller au taux neutre le plus vite possible, si tant est qu'on sache à peu près où est le taux neutre, mais si c'est ça la stratégie de front-loading, pas perdre de temps pour aller au taux neutre, au-delà de l'historique qui fait que jamais la BCE n'a monté de 50, ça y est, c'est fait, ni de 75, ça y est, c'est fait, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire 100 d'un coup? Parce que ça aurait déstabilisé les marchés en donnant une information comme quoi l'inflation pourrait être encore plus élevée. Et ça, ce n'était pas possible à ce moment-là. Par contre, on voit les anticipations d'inflation continuer à progresser en Europe. C'est pour ça qu'elle est obligée d'agir. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas, mais on voit que la détermination de la Banque centrale américaine est beaucoup plus prononcée et marquée que ne l'est la Banque centrale européenne. Il n'y a pas d'hésitation côté américain. On dit on va monter les taux parce que l'inflation au-delà de 8%, c'est inadmissible, ça a un coût social, et on ira jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences en termes de ralentissement ou de récession. On est prêt à en payer le prix aujourd'hui parce que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. La BCE, vous comprenez? Elle est beaucoup plus tempérée dans ça. Pareil. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez un pays qui a une politique budgétaire restrictive, qui a une politique monétaire restrictive. Et de côté de l'Europe, c'est ce dont on parlait. Ouais. On a des gouvernements qui ont une politique en fait inflationniste, qui contrecarre ce que la BCE tente de faire. Oui. Donc là, il va y avoir un conflit à un moment donné. Oui. Et comment ça va? Comment on imagine la séquence? C'est comment ce bras de fer va se... Non, mais comment ça va se matérialiser, y compris dans les marchés? Et qui craque à la fin? Est-ce que c'est les États qui disent « OK, on n'a plus de marge de manœuvre, on arrête » Ou est-ce que c'est la BCE, sous la pression des États, qui lui disent « On ne peut pas s'arrêter, parce que sinon c'est l'explosion sociale, donc il faut accommoder ». Comment ça se termine? Les États vont devoir trouver des solutions pour financer tout cela. Donc il y a des taxes qui vont être imposées sur certaines sociétés profitables éventuellement. Les impôts vont remonter. On ne voit pas d'autre solution aujourd'hui pour réduire cette pression fiscale. C'est parce que si on continue comme ça, les dettes vont continuer à augmenter, comme vous le mentionnez. Pour continuer à vendre votre dette, il faut que vous montriez aux investisseurs que vous êtes prêts à faire des sacrifices. Donc ce sera à travers la fiscalité. Oui. Ah ouais. Non, ça me fait penser, Liz Truss, elle s'est fait élire au Royaume-Uni, choisir par les conservateurs sur la stratégie low tax. C'est quand même ce qu'elle a vendu. C'est très populiste, oui, tout à fait. Elle vient de mettre 150 milliards pour la facture énergétique, mais derrière, c'est low tax.
Ouais, on verra bien Ah ouais. comment évoluera la situation. Mais bon, l'Angleterre, comme les États-Unis, c'est un pays, une banque centrale. L'Europe, malheureusement, c'est un cocktail de pays qui sont à différents niveaux d'endettement, à différents niveaux de croissance économique. C'est la complexité de la construction de la zone européenne. Benoît. Non, mais pour revenir là-dessus, je suis assez en ligne avec le scénario qui était décrit par Olivier, mais l'étape où ça s'arrête, c'est tout simplement l'ampleur de la récession qui vient. C'est-à-dire que il faut pas, si on regarde dans les chiffres de l'inflation, et on est assez convaincu qu'effectivement aux États-Unis le point haut a été atteint, ça commence à se calmer, etc. En Europe, c'est plus problématique, mais que fondamentalement, en dehors de la problématique du gaz européenne, beaucoup de métriques de l'inflation sont en train de gentiment se calmer. Si on s'achemine vers un scénario de récession déjà aux États-Unis, on a printé déjà 2 trimestres négatifs, l'économie tient encore à peu près bien, mais si on s'achemine vers une récession, en Europe, on a une récession également, on a la Chine, c'est pas super booming. Au final, c'est quand même assez difficile de voir une inflation rester sur des niveaux élevés. En réalité, et c'est un peu la ligne Philippe Lane dans la BCE. Prudence. Oui, l'inflation peut aussi rapidement corriger qu'elle n'est montée en réalité. Et ça, de cela, la limite dépendra justement, ça dépendra de l'ampleur de la récession qu'on va être prêt à accepter, notamment en zone euro. Donc je pense que c'est ça la limite. Quant à la stratégie low tax ou pas qu'adopte l'Angleterre, en fait, je pense que c'est une différence de conception en réalité. C'est qu'en Angleterre, on a plus une volonté de faire confiance au secteur privé. En réalité, son propos, parce qu'en réalité, justement, ça pourrait être justement populiste de dire je vais prendre les profits indus des sociétés pétrolières pour en faire quelque chose. Là, c'est justement son discours, c'est de dire ces profits vont permettre de financer des énergies alternatives, les investissements qui. Et il n'y a pas mieux que les acteurs privés pour savoir ce qu'il faut faire. Exactement. Oui, je pense modestement qu'à long terme, ça revient grosso modo au même. C'est-à-dire qu'en réalité, elle va le faire par de la dette, mais que les ménages et les agents économiques ne sont pas dupes du tout et qu'en réalité adapteront leur comportement d'épargne en s'attendant à un moment que la taxe arrive. Elle n'arrive pas tout de suite. C'est là où il y a cette dimension, elle parle à son électorat. La taxe n'arrive pas tout de suite, mais elle arrivera à un moment ou à un autre où il faudra payer quand même à un moment ou à un autre, et ça se répercutera dans les comportements d'épargne. Donc c'est 2 façons de procéder qui auront des conséquences diverses sur le court terme, mais à long terme, je ne suis pas sûr que le résultat soit fondamentalement différent. Sur comment on caractérise la récession, si c'est un scénario qui devient central pour la zone euro, entre récession modérée et récession sévère. Déjà, est-ce qu'il y a un scénario, est-ce qu'on peut lire, est-ce que le marché a fait un choix quand on regarde les indicateurs de marché aujourd'hui, Benoît ? Pour l'instant, le marché price une récession, je dirais, normale. Et donc les 2 trimestres qui vont bien, c'est ça, avec du 0 moins, quoi. Grosso modo, c'est début des années 90, quoi. C'est grosso modo. Donc pour l'instant, alors qu'il y a quand même un risque, je dirais, ce mot fait toujours peur, mais ce risque systémique, d'ailleurs, on évoquait un Lehman de l'énergie, etc., il existe. Il y a des potentielles faillites importantes, il y a des tensions systémiques. Quand on prend certaines mesures, certaines indications, on voit que le marché n'a toujours pas évacué ce scénario catastrophe, mais très clairement, ce n'est pas celui qui est aujourd'hui valorisé par le marché. Sur les marchés actions, en tout cas, quand on regarde ce qui est valorisé, quand on regarde comment s'est comportée la prime de risque, etc., et qu'on compare ça au scénario de récession historique, on est plus sur un scénario années 90 que sur grande crise financière, bulle TMT ou Covid. Ça, si on matérialise ce scénario, on va plus bas très nettement sur les indices. Là, on a encore moins 25 à faire sur les indices boursiers. C'est pas ce qui semble le plus probable, c'est pas en tout cas ce que valorise le marché aujourd'hui. Sur ce qui peut caractériser une récession en zone euro dans les prochains trimestres. Non, mais la profondeur, on le saura qu'après, évidemment, Olivier, mais qu'est-ce qui va déterminer ? C'est l'histoire du gaz, on a fait les maths, est-ce que ça peut passer ? Est-ce que tout dépend de la météo ? C'est une des conclusions à laquelle j'étais arrivé avec un économiste. Au final, quand on fait les maths bout à bout, à la fin de la journée, s'il fait moins 10 cet hiver pendant 3 semaines, c'est pas la même chose que s'il fait 0. Oui, après, il n'y a pas que ça. Ouais. Il y a l'inflation au sens large qui est quand même là. Quand on regarde l'inflation cœur en zone euro, elle est à 4,3%. Donc on a une pression sur le pouvoir d'achat des ménages qui est assez importante. Et donc on va avoir une consommation qui va être sous forte pression via cette pression inflationniste. Et puis on a un petit choc de taux, mine de rien, qui va quand même peser sur la capacité d'investissement. On va le sentir à 0,75, là, ou à 1 ou 1,50 demain, ça va se sentir quand même.
C'est pas que 0,75, c'est tout le mouvement que l'on a sur la partie longue de la courbe, c'est tout le mouvement que l'on a sur les taux d'emprunt obligataires des entreprises, c'est un peu d'écartement de primes de risque, etc., qui vont peser sans doute sur la consommation et sur l'investissement. Et pour notre part, on est sur une contraction du PIB au premier trimestre de l'année prochaine qui flirtera avec les 1%, donc quelque chose d'assez puissant. Et du côté des États-Unis, on est plutôt sur un scénario de récession modérée. Récession modérée qui n'a pas encore eu lieu, parce que comme vous le savez, il y a un débat sur est-ce qu'on est déjà en récession aux États-Unis. Mais on considère qu'on n'est pas en récession aux États-Unis parce qu'on a toujours une consommation qui est restée en territoire positif au premier semestre. Mais on estime que sur le 4e trimestre de cette année, le premier trimestre de l'année prochaine, la consommation américaine va flancher. Là aussi, sous le double impact d'un pouvoir d'achat qui est quand même sous pression depuis plusieurs mois et d'un choc de taux qui est somme toute assez considérable. Il suffit de voir ce qui se passe sur le marché de l'immobilier américain. Celui-ci est déjà en récession ouais. Très clairement. Et donc, on s'oriente gentiment, si je puis dire, vers une récession aux États-Unis. Et récession modérée, est-ce que c'est ce qu'on appelle le soft landing pour les États-Unis? Non. Non, le soft landing, c'est quand on atterrit, ouais. mais qu'on évite la récession. Ouais. On ne voit pas le taux de chômage remonter trop fortement. Ça, trop fortement. Mais on est dans un scénario, pour notre part, où le taux de chômage va remonter sur la fin de cette année, dès la fin de cette année, et remonter qui va se poursuivre au premier semestre 2023. On peut croire au soft landing américain encore ou pas, Malik? Moi, j'ai du mal à y croire personnellement parce que le resserrement monétaire, il est tellement puissant. Et puis, on est rentré aussi, on n'en parle pas beaucoup, sur une réduction de la taille du bilan aux États-Unis. Et la récession, on va voir si la récession économique, si elle arrive, est-ce qu'elle va entraîner aussi une récession des bénéfices des entreprises? Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Je suis d'accord avec le fait que le marché, lui, ne valorise pas une récession à l'heure actuelle. Quand vous regardez les spreads de crédit, quand vous regardez les valorisations des marchés actions, on est plutôt confiant sur un ralentissement plutôt qu'une récession marquée. Mais il y a un élément qui va jouer, c'est une étude de la Fed qui est sortie il y a 2 jours, qui montrait que la progression des bénéfices, qui sont à un niveau record aux États-Unis, 30% provenaient au cours des dernières années de la baisse des charges d'intérêt et de la baisse des impôts. C'est 2 phénomènes qui auront du mal à se prolonger dans les années futures. J'entends. Donc il faut s'attendre à une baisse des bénéfices à venir des entreprises et donc du rendement attendu sur les actions. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est les marges des entreprises. On en a déjà parlé, qui sont maintenues à des niveaux très élevés. Et les résultats du 3e trimestre donc, vont nous permettre de voir si la politique des entreprises a pu se maintenir, c'est-à-dire le pricing power a pu se maintenir, ce que moi, personnellement, je doute. Je pense qu'on va avoir, les entreprises vont commencer à annoncer des pressions sur les marges à venir. Et ça se finit généralement quand vous ne pouvez plus répercuter la hausse des coûts des matières premières au coût des salaires. Et ben vous vous tournez vers une réduction de... Vos employés. Ouais. Oui, c'est ça, de la masse salariale. La masse salariale. Et donc, on devrait avoir progressivement une remontée du chômage aux États-Unis, même si je trouve que l'économie américaine est très, très résiliente. Ah bah oui. Lorsqu'on regarde les derniers chiffres, à part le marché de l'immobilier, effectivement, qui lui est déjà en récession. Et c'est normal, vu la hausse des taux de mortgage qu'on a eu au cours des dernières semaines. Un refroidissement de l'immobilier, c'est pas incompatible avec un soft landing pour l'instant. Oui, tout à fait. Oui, on n'est pas dans la situation de la crise de 2008. On n'a plus le problème des prêts immobiliers aux États-Unis. Oui, mais sur l'histoire des bénéfices, c'est intéressant. Et globalement, le marché n'intègre pas de scénario trop sévère aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis. Même si le marché commence maintenant à bien réviser 2023. Donc il y a des révisions à la baisse qui commencent à sortir sur à la fois les États-Unis et l'Europe. Mais bon, la surprise générale, 2022 a continué, lui, à être révisé fortement à la hausse. Donc ce qui attend le marché action, c'est que ce resserrement monétaire, il va finir par impacter, à mon avis, la croissance économique et ce qui va être déterminant en octobre, c'est la publication des résultats des entreprises. Ouais. Sur l'idée du soft landing américain, je ne parle pas de scénario parce que ça reste peut-être une idée, mais qui est partagée par certains encore. Alors, avec tout ce que ça implique, mais le chef économiste de Goldman Sachs, je crois, hier ou avant-hier, dit
Oui, il y a encore un chemin possible. Le taux de chômage remonte un peu, mais les gens reviennent dans le marché du travail. Il n'y a pas de nouvelle accélération des salaires là, sur le marché du travail américain. Les ISM sont bons, les prix payés retombent, les tensions inflationnistes Covid liées au phénomène d'inertie sont en train de retomber, les voitures d'occasion, enfin tout ce dont on a parlé pendant un an, tout ça c'est quand même en train de retomber à vitesse grand V. C'est juste, mais si on entend par le soft landing le fait d'éviter une récession... Peut-être d'éviter un crash du marché du travail, par exemple. Moi, je pense à Main Street, en fait. C'est ça. Pour l'Américain, le soft landing, c'est de ne pas voir le taux de chômage remonter à 7 ou 8%. En réalité, enfin, on a... Ou 5, ou 6, oui. On a effectivement beaucoup de mal à croire à ce scénario de soft landing. En réalité, alors déjà parce qu'on pense qu'on aura quand même du mal à éviter cette récession. Quand on regarde les indicateurs, les grands indicateurs de l'économie américaine, qu'on les compare avec les seuils de récession historique, on n'est pas loin d'une récession. On n'y est pas encore complètement, mais vraiment, on est sur ce régime-là. Donc, on pense qu'on va avoir du mal à l'éviter. Et c'est d'autant plus important, d'après nous, que quand on regarde, encore une fois, l'ampleur de ce resserrement monétaire, je suis tout à fait d'accord, on néglige totalement la question de la baisse du bilan de la Fed. Mais allons-y, disons un mot. Donc, à partir de ce mois-ci, c'est 95 milliards de baisse du bilan, donc une réduction passive, hein, c'est ça. On ne réinvestit pas jusqu'à 95 milliards par mois, c'est capé. On n'est pas encore vendeur net. On l'exclut pas. Et c'est pas, voilà. Il y a encore de la marge peut-être pour aller jusque-là. Et pour l'instant, on compte faire ça jusque fin 2024. Ouais. Donc grosso modo, c'est plus de 2000 milliards de réduction de taille du bilan qui est et pourquoi on n'en parle pas et qu'est-ce qu'il faut en dire? Alors je sais pas si le fait de pas en parler, c'est inquiétant ou pas. Moi, je pense que c'est inquiétant. C'est un sujet inquiétant en réalité parce que si on regarde encore une fois, il existe un taux qui prend en compte cette taille du bilan, hein, ce shadow Fed Funds Rate. Quand on regarde déjà le chemin qui a été fait depuis novembre, qui est la date à partir de laquelle la Fed simplement achète moins. Ouais. C'est-à-dire pas laisse baisser la taille de tapering, hein, exactement. Voilà. On a déjà resserré assez significativement en réalité la politique monétaire de l'ordre de 250-300 points de base sur ce taux Fed Funds synthétique. Si on prend en compte 95 milliards par mois, grosso modo, ça rajoute automatiquement un resserrement de 10 points de base en plus du resserrement qu'on va faire sur les taux Fed. Donc en réalité, si on compare encore une fois ce resserrement sous cette mesure-là et les resserrements historiques, c'est peut-être pas Volcker, mais c'est Janet Yellen en 2 ans plutôt que 4 ans et demi. Ça nous semble très ambitieux compte tenu de l'état actuel de l'économie américaine. Et encore une fois, un resserrement monétaire, certes, on a pu faire des soft landing dans l'histoire en évitant stricto sensu la récession. C'est rare. Mais déjà, on n'a jamais évité une petite crise. Donc déjà là, on a des marchés qui baissent significativement. Janet Yellen avait évité la récession, mais ça avait quand même sérieusement secoué 20% de baisse quasiment sur le S&P 500. Donc si on arrive à éviter la récession, je pense qu'on n'évite pas une phase de volatilité assez prononcée et on est déjà dedans. Donc voilà, un soft landing où tout se passe super bien, le scénario rose, déjà historiquement, ça n'arrive quasiment jamais. On cherche, c'est un peu comme le taux neutre, on le cherche, mais on ne le trouve pas vraiment en fait. Donc nous, on y croit assez peu. On pense qu'il y aura malheureusement... On ne peut pas fonder sa stratégie sur ce scénario. Ça me semble un peu optimiste. Et enfin, cette histoire de resserrement monétaire qui inclut donc la partie bilancielle de la stratégie de la Fed, est-ce que mis bout à bout, avec ce que vous décrivez comme perspective pour l'économie américaine, est-ce que c'est le bon moment? Je sais que Powell a tué l'idée du pivot à Jackson Hole, mais... Est-ce que cette idée-là, elle n'est pas quand même légitime? Quand je dis pivot, c'est revenir peut-être à un chemin de hausse de taux qui soit plus 75, mais 50, ce qui est un premier pas peut-être vers une politique un peu moins agressive. Est-ce que c'est le moment ou pas, là? C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Mais effectivement, on est assez convaincu que le comportement des banques centrales va être beaucoup plus pragmatique qu'il ne l'a été. On l'a vu, elles se sont retournées très très vite vers un scénario plus restrictif. La BCE l'a fait avec plus de retard, mais on peut très bien imaginer que si l'inflation corrige finalement plus rapidement, on aura un retournement tout aussi rapide de la politique monétaire. Donc nous, on pense qu'il y a effectivement beaucoup plus de pragmatisme qui va teinter le comportement des grandes banques centrales. Pourquoi cette question du resserrement du bilan, là? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Et c'est quoi les impacts de marché, en fait? Très simplement, lorsque vous regardez la progression du S&P au cours des 5 dernières années, il est corrélé à l'évolution de la taille du bilan qui a augmenté. Alors,
Si, exclusivement. Moi, c'est mon avis, c'est exclusivement. Les Oui, mais bénéfices ça peut être qui ont suivi parce qu'il y a eu le Ouais. Covid, bien sûr. Alors, mais si on met le chart de la croissance du PIB américain, on retrouve aussi une corrélation. Si on met un chart avec la croissance Non, mais des la corrélation bénéfices, la plus. on retrouve une corrélation non, aussi. La corrélation la plus parfaite, c'est avec l'augmentation Non, mais je l'ai vu, on l'a tous vu ce graphe. Hein, donc oui. Donc voilà, un resserrement monétaire D'accord. aussi fort avec une réduction du bilan, ça ne peut qu'avoir, à notre avis, un impact négatif dans un premier temps sur le marché des actions. Et les 20% de baisse qu'on a vu au premier semestre, ça n'intégrait pas cette affaire-là encore. Non, ça n'intègre pas ça du tout encore. Et puis la remontée qu'on a eue au cours du mois de juillet, pourquoi la Fed ne va pas s'arrêter en si bon chemin malgré, c'est qu'on a eu une détente des conditions financières au cours de l'été. Et c'est pas ce que la Fed souhaitait voir. Ça s'est un peu resserré à nouveau quand même. Ça s'est resserré, oui, mais la détente qu'on a eue au cours du mois, en juillet, au cours de l'été, elle était assez impressionnante. C'est vrai. Pour une banque centrale qui voulait remonter assez agressivement sa politique monétaire. Donc là, on aura 75 degrés, à notre avis, au cours du mois de septembre, et éventuellement peut-être revenir à des niveaux de 50 pour s'arrêter. Alors, je sais que le taux terminal ne veut rien dire, mais ils ont tous À mentionné, 4. voilà, Autour de 75-4. 4, Ouais. c'est ça. Oui, ça c'est une idée dans le marché qui reste quand même bien ancrée, Tout à fait. qui n'a pas trop bougé. Mais non, la communication de la Fed, après ses erreurs de 2021, est devenue beaucoup plus transparente beaucoup plus transparente. Ah ouais. La communication s'est améliorée. Sur la Fed, vous êtes sur l'idée de 75 points de base encore pour ce meeting de Oui, 20-21 probablement. septembre, Olivier, ouais. Probablement. Ouais. Probablement, et donc avec une cible à 4% d'ici le début de l'année prochaine. Quand on regarde les marchés et que vos métiers sont d'investir, qu'est-ce qu'il est approprié de faire? J'ai cru voir, Olivier, que il fallait pas lâcher l'idée d'être sous-pondéré action, par exemple, aujourd'hui. On est plutôt de cet avis-là. Ouais. On a même rajouté une petite louche de sous-pondération Ouais. sur la classe d'actifs actions à la fin du mois d'août. Dans la perspective d'un scénario économique dont on vient de parler, qui est plutôt en train de se dégrader avec une récession molle aux États-Unis et une récession un peu plus sévère en Europe. Et quand on regarde les valorisations des marchés, on n'a pas l'impression qu'elles offrent un coussin de sécurité suffisamment important. Vous regardez le price-earning ratio du MSCI World, vous êtes à 15 fois les bénéfices, légèrement en dessous de la moyenne de long terme. Si on reprend l'exemple des années 90, on est plutôt à 12-13 fois les bénéfices. Vous regardez les primes de risque. En Europe, on est à peu près sur une prime de risque moyenne de ce qu'on a connu au cours des 10 dernières années. Donc par rapport à un contexte qui est quand même très incertain, on pense que la prime de risque pourrait être un peu plus tendue. Et du côté américain, la prime de risque, elle est somme toute assez faible. Ouais. Et elle ne correspond pas à un scénario de récession modérée aux États-Unis. Donc dans ce contexte, on est sous-pondéré sur les actions et on pense qu'il y a un risque sur les 3 à 6 prochains mois, plutôt baissier sur la classe d'actifs actions, mais également sur les classes d'actifs risqués, crédit, high yield et dette émergente. Et on aura envie de revenir sur ces actifs risqués si ce risque se matérialise, évidemment, dans le cadre de notre scénario économique où les choses iront sans doute un peu mieux à partir du deuxième trimestre de l'année 2023, aussi bien sur le front de la croissance que sur le front de l'inflation qui commencera à accélérer sa décélération, avec enfin des politiques monétaires qui seront sans doute en train d'arrêter et d'observer au bout du resserrement les conséquences de leur resserrement. Ouais. Voilà un peu la stratégie. Et est-ce que le pendant de ça, est-ce qu'on retrouve quand même sur des actifs sûrs, obligataires, un peu d'intérêt? Est-ce que c'est là d'ailleurs où les valorisations ont peut-être le plus baissé quand on regarde l'obligataire ou le crédit de bonne qualité aujourd'hui, Olivier? On y revient un peu. Ouais. On est toujours sous-pondéré sur la classe d'actifs obligataires, mais c'est le deuxième mouvement que l'on fait depuis le début de l'année. On l'a fait au mois de mai, trop tôt. On l'a refait donc en cette fin août et on achète des obligations d'État considérant... Quel État? Un panier d'État d'État européen, ouais. en considérant deux choses. D'abord, qu'on a une espérance de rendement qui est de nouveau très nettement positive en termes nominal, et ensuite que cette classe d'actifs peut rejouer un rôle de diversification, alors peut-être pas à 3 mois, mais à un horizon de 12-18 mois. On considère que cette classe d'actifs est en train de rejouer son rôle de diversification. Et si les taux continuent de remonter, on remettra sans doute une louche supplémentaire sur cette classe d'actifs.
Est-ce que la volatilité sur les taux se calme un peu, Benoît? Alors avec tout ce qu'on vient de dire sur les banques centrales, non, ça ne se calme pas. Non, et justement, c'est... Parce qu'on voit le 10 ans américain qui repart fort à la hausse. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont racheté. Alors, on me disait 3,20, 3,25, 3,15. Bon, je pense à ces gens-là. Parce que pour l'instant, effectivement, et, ça va, il n'y a rien de dramatique. Mais c'est vrai que tout le monde se disait, on a approché 3,50. On a laissé passer un peu de temps et on s'est dit peut-être que ce n'est pas un niveau qu'on reverrait dans ce cycle-là. C'est vrai qu'on a le sentiment que pendant une période, le marché avait quitté cette idée de uniquement la thématique d'inflation pour se projeter dans le scénario de récession. Ouais. Et depuis Jackson Hole, on est revenu en arrière. De nouveau, c'est l'inflation qui compte. On pense que c'est temporaire. De nouveau, le scénario de récession va vraisemblablement s'imposer. Ça implique quoi? Ça implique quelque chose de fondamentalement super important, parce que même si c'est pas super optimiste comme horizon d'investissement, c'est déjà la sortie de cette logique nocive de corrélation taux-equity où tout baisse en même temps, et que les portefeuilles diversifiés, la partie obligataire ne joue pas son rôle d'amortisseur qu'elle devrait jouer. Donc ça, c'est déjà une nouvelle qui est fondamentalement pour nous plutôt positive, même si on s'achemine vers un scénario de récession qui n'est pas extrêmement sexy d'un point de vue investisseur. Donc je rejoins assez le positionnement, on est encore plutôt prudent dans nos allocations. On pense qu'à un moment, effectivement, les taux aux US notamment vont plafonner et que ce sera justement l'occasion de regarder un peu plus près, effectivement, la dette, le souverain, etc. Sur l'equity, on est toujours avec un biais qui va nettement plus qualité, visibilité, ce qui a souffert justement sur la fin de partie de l'été, en raison du retour de ce scénario uniquement inflation comme horizon de temps, mais je pense qu'au final, ça va aller mieux pour ces valeurs-là parce que, comme c'était évoqué, les bénéfices vont être révisés en baisse. On n'est pas en ligne avec un scénario de récession quand on regarde les bénéfices attendus dans le consensus. Il va y avoir ces révisions et très souvent, certes, le marché ne valorise pas un scénario de récession dur, un scénario de récession normal, comme on l'évoquait, mais c'est très rare que le marché s'arrête là. Généralement, on va tester. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est justement quand on regarde justement la volatilité sur les taux, quand on regarde les spreads interbancaires, on essaie de construire une espèce d'indicateur du risque un peu systémique. On ne peut pas écarter toujours ce risque-là. On est toujours sur des niveaux qui sont assez élevés, qui laissent à penser que quelque chose peut mal se passer avec la réduction de la taille du bilan, avec le gaz en Europe, qui ne peut pas exclure que le marché aille tester un scénario un peu plus noir, même si on pense que le scénario central reste celui qui est peu ou prou, là, déjà à peu près valorisé. Donc oui, on reste assez prudent dans nos allocations, c'est encore un peu tôt, mais on se tient à l'affût d'ici la fin de l'année. Ouais. Je sais pas, vous avez regardé un peu les questions de liquidité des acteurs énergétiques en Europe, là. Enfin, il faut visiblement les abreuver de liquidité parce que c'est des acteurs qui se couvrent sur les marchés futurs, qui aujourd'hui font face à des appels de marge. Alors j'ai vu des chiffres délirants. On retrouve exactement la même mécanique qu'on avait pendant la grande crise financière. Alors chaque fois que je vois Moment Lehman, je me dis bon, tant mieux. Puisque tout le monde a les yeux dessus, c'est que ça n'arrivera pas. Mais d'ailleurs, la première mesure avancée... Je ne sais pas si c'est un espoir très solide. Non, c'est ça, mais la première mesure qui a avancé justement dans le plan européen, c'est étendre les possibilités de collatéraux pris en compte, faire des lignes de liquidité, etc. Parce qu'on a bien conscience que ce risque-là fait matérialiser un risque systémique qui fait tout déraper. Et c'est ce qui fait la différence entre une récession, je dirais, normale, et une récession comme la plupart des récessions qu'on a vécues ces dernières décennies. Donc oui, c'est ça qui est quand même rassurant. Les autorités ont conscience de l'importance de gérer ce risque-là en priorité. Bon, sur la logique d'investissement aujourd'hui, Malik? Non, on est d'accord sur la prudence à court terme, en attente des résultats du troisième trimestre. Mais nous, on revient vraiment maintenant sur le 10 ans US. On a atteint la cible que j'avais mentionnée au 3,30. Donc on réinvestit sur le 10 ans US. Sans couvrir du change? Non, sans couvrir du change. C'est vrai que l'inquiétude aujourd'hui, c'est la volatilité obligataire. Qui ne se tarit pas, qui est très très élevée, qui ne nous permet pas aujourd'hui de revenir sur le crédit malgré des rendements attractifs. Et d'un autre côté, on a un marché action où la volatilité, notamment sur volatilité courte, est très calme. Donc il n'y a pas de signe d'inquiétude encore sur le marché des actions. On ne sent pas de capitulation. Lorsqu'on regarde les flux aux États-Unis, les flux sont encore rentrants sur les fonds mutuels actions. C'est que le retail est toujours aussi bien positionné pour... il a confiance dans la solidité de l'économie américaine. Enfin, c'est le retail qui fait le marché action depuis quelques mois, oui. Marginalement, c'est le retail? Ah non, c'est pas marginalement. Non, mais... c'est très puissant, le retail américain. Attention, depuis le début de l'année 2022, oui, c'est lui qui à chaque fois revenu assez massivement. Les institutions ne sont pas présents. Je comprends, sur le...
Et puis les flux qu'on a vus récemment, c'est aussi sur le marché du crédit, parce qu'il y a beaucoup de fonds datés qui commencent à se lancer, et que les rendements deviennent attractifs. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu. Il y a un soutien, effectivement, il y a de l'argent à investir quand même de ce point de vue-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour Planète Marché ce soir. Benoît Pelloual, Vega IM, Malik Hadouk, CPR Asset Management et Olivier Ringard, Neuflis OBC.